Et bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve dans une nouvelle preview de la saison 2025 sur The Triplé Podcast. Une preview qui nous emmène en Caroline du Nord, puisqu'on va parler du Wolfpack de North Carolina State et des Demon Deacons de Wake Forest. Donc deux équipes de l'Atlantic Coast Conference qui n'ont pas connu forcément des saisons excellentes l'année dernière. On en parlera un peu plus tard pour Wake Forest, puisque on va commencer tout de suite avec l'équipe basée à Raleigh en Caroline du Nord, donc le Wolfpack de North Carolina State. Une équipe qui a fait un gros flop l'année dernière, on peut le dire. 24e à la pré-saison et même attendu comme un des prétendants au titre en ACC, puisque ils étaient 4e au Mediapol de l'Atlantic Coast Conference, avec même 8 votes qui les voyaient champions. Eh bien, North Carolina a explosé en plein vol, enfin North Carolina State, pardon, NC State, a explosé en plein vol à cause d'une défense putride et d'un Grayson McCall qui n'a jamais confirmé le potentiel que l'on avait aperçu à Coastal Carolina, avec une triste fin de carrière, puisque le joueur qui nous attend marqué pour ceux qui ont suivi la saison 2020 avec les Mormons contre les Mulettes, le Coastal Carolina contre BYU. Eh bien, Grayson McCall est un petit peu un des transferts de l'année dernière, arrivé pour finir sa carrière universitaire à North Carolina State. Et malheureusement, ça s'est terminé salement avec une mise sur le banc après 2 matchs et une sévère blessure à la tête contre Wake Forest début octobre. Et donc, il a annoncé quelques semaines plus tard, fin octobre de l'année dernière, la fin de sa carrière. Une fin vraiment triste pour un joueur que j'appréciais grandement et que je sais que d'autres gars dans le podcast aimaient beaucoup ce joueur. Bref, voilà. Et donc le Wolfpack qui a terminé la saison avec 6 victoires pour 7 défaites, qui s'est quand même qualifié pour un bowl, notamment avec le quarterback freshman C.J. Bailey, qui avait donc mis McCall sur le banc au bout de 2 matchs et demi. Un vrai recul par rapport aux promesses 2023, que ce bilan de 6-7, et qui termine avec une défaite contre East Carolina au Military Bowl. Voilà, une équipe de NC State qui a notamment complètement explosé contre Tennessee et Clemson, et qui a perdu beaucoup de matchs avec une possession d'écart. Voilà pour la saison 2024. Une saison 2025 donc qui s'ouvre avec cette mauvaise saison en tête. Le head coach est toujours Dave Doeren, qui va entamer sa 13e saison au sein du programme, mais qui court toujours après une saison à plus de 10 victoires et surtout une qualification en finale d'ACC. Il faut savoir que North Carolina State est l'une des 2 équipes avec Syracuse à n'avoir jamais atteint la finale de conférence. Puisque SMU l'a fait dès sa première saison l'année dernière. Et c'est pas très fair-play de citer Stanford et Cal qui n'ont qu'une saison dans les pattes pour le moment. Et surtout, c'est un programme qui n'a connu qu'une seule saison à plus de 10 victoires. C'était une saison en 11-3, si je dis pas de bêtises, en 2002. Bref, pour un programme historique de l'Atlantic Coast Conference, ça fait tâche, ça fait vraiment tâche. Dave Doeren n'a pas réussi en 13 saisons, enfin en 12 ans, à faire passer ce cap à cette équipe. Les fondations sont toujours là, et NC State aurait vraiment pu faire une meilleure saison si certaines fins de match avaient été mieux gérées, puisqu'il y a 4 défaites à une possession d'écart. Mais est-ce que le plafond de NC State pourra un jour être brisé avec Doeren? Ce fameux plafond, je le répète, c'est d'atteindre ce plateau de 10 victoires et d'arriver en finale de conférence. C'est la question qui se pose du côté de Raleigh, où on commence un petit peu à se dire que on n'arrivera peut-être pas forcément à faire mieux avec Dave Doeren aux manettes. Au niveau du staff, 2 nouveaux coordinateurs sont arrivés, avec Kurt Roper qui a passé 6 ans en tant qu'assistant à NC State dans plusieurs rôles, en tant qu'assistant donc dans les équipes offensives, dans les escouades offensives. Kurt Roper donc qui devient coordinateur offensif, et DJ Elliott, qui a coaché dernièrement le groupe de linebackers chez les Eagles de Philadelphie, arrive pour être le defensive coordinateur. Au niveau de la classe de recrutement lycéen,
NC State a réalisé la 34e classe avec 22 joueurs en tout, dont 3 joueurs 4 étoiles. L'intérieur O-line Spike Sowells, qui était le 4e meilleur joueur à ce poste au niveau national. Le tackle TK Whitsett et l'athlète Jerel Boulder. Voilà pour les 3 joueurs 4 étoiles. Donc pour cette 34e classe de recrutement lycéen. Et puis au niveau des transferts, 18 joueurs sont arrivés pour ce qui est la 61e classe. La plus grosse perte à l'intersaison a été le receveur Casey Concepcion, qui était le meilleur receveur du Wolfpack depuis 2 ans, qui est parti pour Texas A&M. Les gros transferts à noter sont le centre Jalen Grant, qui arrive de Purdue, le tackle Tig Anderson qui arrive de Utah State, l'edge Sebastian Arch qui arrive de Wyoming, le linebacker Sterling Dixon qui arrive d'Alabama, et le cornerback Brian Nelson 2 qui arrive de North Texas. On va parler un petit peu de tous les joueurs importants, les titulaires qu'on attend. Et on va commencer avec le poste de quarterback. Pour la première fois depuis Devin Leary, le quarterback titulaire ne sera pas un transfert. Après Brennan Armstrong qui est arrivé de Virginia en 2023 et Grayson McCall qui est arrivé de Coastal Carolina l'année dernière, c'est le sophomore CJ Bailey qui sera le titulaire. Le joueur avait pris le rôle l'an dernier et Doeren a décidé de faire confiance à son jeune QB pour 2025. L'année dernière, il avait vraiment été balancé dans le bouillon, pas forcément aidé par sa défense notamment, et par une O-line horrible en passe protection, qui était une des pires O-line dans cet exercice-là. Bailey a pas fait une mauvaise saison, a montré qu'il avait des qualités, qu'il était également capable de courir, mais il va devoir régler son problème de turnover puisqu'il a lancé 10 interceptions en 9 matchs et demi à peu près. Le backup sera Lex Thomas, mais voilà, qu'on ne se trompe pas, ce sera bien CJ Bailey qui sera le titulaire. On espère que l'expérience l'année dernière dans cette saison difficile à NC State va lui être utile et qui va montrer une vraie progression. On rappelle, ce n'est qu'un sophomore et on sait qu'à ce poste de quarterback, il ne faut pas give up rapidement sur ce genre de joueur. C'est un joueur qui est capable de progresser et on attend forcément de ce joueur d'être un peu plus précis au niveau de la passe. Bon, d'être moins sac, mais ça va dépendre de la O-line et on en parlera derrière. Il y a eu des travaux qui ont été faits à ce niveau-là. Et puis d'être un peu plus propre, même si il a quand même su faire des matchs où il l'était et d'autres où ça a été une complète catastrophe. Chez les running backs, c'est un autre sophomore qui devrait prendre la lumière avec Hollywood Smothers, qui avait la moyenne de 6 yards par portée l'année dernière, avec à peu près, si je ne dis pas de bêtises, 600 yards en tout l'année dernière. Ouais, presque 600 yards l'année dernière à la course, donc 6,4 yards par portée. C'est un joueur absolument explosif, très flashy, qui peut vraiment avoir une breakout season cette année. L'autre running back à noter, ce sera le redshirt freshman Jaden Scott, qui a un petit peu un profil de running back de poche, assez élusif, donc on verra comment tout ça se passera. Au niveau du corps des receveurs, orphelin de Casey Concepcion, le nouveau patron devrait se nommer Justin Joly. Le tight end sort d'une saison à plus de 600 yards à la réception et sera encore une vraie menace. Ça peut être un des tight ends attendus à la prochaine draft et jouera sa dernière saison du côté du Wolfpack. C'est un très bon tight end, très en vue, qui est très bon notamment sur les catchs contestés, et ça devrait être la cible prioritaire pour CJ Bailey, en tout cas une des plus importantes. Concernant le reste du groupe de receveurs, on va parler des vrais receveurs, pas des tight ends cette fois-ci. On aura la menace profonde Noah Rogers à l'extérieur et Wesley Grimes qui est là aussi, on a un joueur très rapide qui peut jouer un petit peu partout au niveau du poste de receveur, qui seront 2 cibles assez intéressantes pour CJ Bailey. Et le reste du groupe devra se former. C'est pas la grande force de cette équipe, le jeu à la réception, mais on verra quels seront les autres joueurs qui émergeront. Mais en tout cas, voilà, Justin Joly, Noah Rogers et Wesley Grimes pour les 3 qui devraient avoir le plus de réceptions cette année.
Au niveau de la O-line, on a plusieurs changements dans une O-line qu'il a fallu reconstruire et qui a été très inefficace en pass protection depuis 2 ans. Ils avaient fait une mauvaise année 2023 et une encore pire 2024 en termes de sacs alloués et de tackle for loss aussi. Donc c'est un secteur sur lequel elle doit enfin réussir à s'améliorer et on a fait des changements. Déjà 2 joueurs importants qui sont donc de retour, avec le guard Anthony Carter et le tackle Jacarius Peak. Ce dernier, Jacarius Peak, qui pourrait être le futur tackle drafté du côté de NC State après Anthony Belton qui a été drafté par les Packers cette année et Ikem Ekwonu qui a été drafté par les Panthers en 2022. On verra donc si Jacarius Peak, qui a vraiment le potentiel pour être le prochain tackle drafté en NFL du côté de NC State, sera à ce niveau-là. Et puis le guard Anthony Carter qui revient. Les autres joueurs dans cette ligne, donc on a le centre Jalen Grant et le tackle Tig Anderson qui sont les transfert et puis Val Eriksen en guard pour compléter cette ligne offensive. Concernant la défense, il faudra faire sans Davin Van qui a graduate. Le très imposant defensive tackle Brandon Cleveland sera l'encre de la tranchée, accompagné sur le côté par Travail Price qui a été 2e au sac l'an dernier. Il faudra aussi voir si le redshirt freshman Josh Alexander Felton arrive à s'imposer après une première année intéressante. Le groupe de linebackers, c'est de la plus grande force peut-être de cette équipe de NC State, avec le retour de Caden Fordham qui revient en tant que middle linebacker. Il s'était blessé à la mi-saison et ça a été quand même une absence assez importante pour le Wolfpack l'année dernière. Mais le leader de ce groupe reste l'excellent outside linebacker Chen Brown qui fera sa dernière saison dans le programme avant le saut en NFL. Il y aura 2 transferts intéressants pour les accompagner avec le linebacker de Temple Thomas et Sian Sloan qui arrive de Utah State. Dans le backfield, le renfort de Brian Nelson de seconde devrait apporter du playmaking et plus de turnovers s'il continue sa lancée à North Texas où il avait fait notamment 4 interceptions. Le groupe a de la profondeur honnêtement parce que pour les cornerbacks on retrouvera notamment Devon Marshall, Jackson Vick et le transfert de Temple Jamel Johnson. L'intrigant redshirt freshman Jaren Senso-Bog, qui arrive de Missouri, devrait avoir des reps pour montrer son potentiel. Et puis pour les safety, on a un retour avec Rante Hinton, qui sera donc au poste de safety, avec l'excellent joueur de Georgia State, Gigi Johnson, qui arrive donc à NC State. Enfin à noter le très bon kicker Kanoa Vincent, qui revient à ce poste. L'objectif de la saison et la grande question à NC State sera de retrouver le succès, c'est-à-dire de repasser dans le positif, de redevenir une équipe poil à gratter, on va dire, en ACC. Pour cela, il va falloir améliorer grandement la pass protection, on l'a déjà dit plusieurs fois, et aussi la défense de NC State qui doit aussi retrouver sa solidité. Ça a été très compliqué l'année dernière, alors que ça a quand même été souvent la base des succès du Wolfpack dans les années passées. L'année dernière, elle a encaissé 28 points ou plus 6 fois dans la saison, soit 3 fois plus que lors des saisons 2023 et 2022 réunies. Voilà pour NC State qui va devoir vraiment retrouver une vraie défense. Et pour CJ Bailey, une meilleure pass protection pour le permettre de mieux développer son jeu. Je pense aussi que l'équipe va pouvoir exploiter un duo de running back qui est très intéressant et qui a la capacité d'être extrêmement explosif. Et ce qui donnera aussi beaucoup plus d'options donc à une attaque timide l'an dernier à ce niveau-là. L'équipe devra aussi mieux démarrer ses matchs l'année dernière. Dans le premier quart-temps, ils étaient à 109. Ils ont encaissé 109 points pour seulement 51 marqués. Avec tout ça, donc voilà un petit peu les plans qui arrivent pour NC State. Le groupe est assez jeune, il y a quelques sophomores, freshmen, etc. qui pourraient jouer un rôle dès cette année, ou même qui seront titulaires en fait tout simplement. Et Dave Doeren va s'y appuyer. Le siège n'est pas encore trop chaud pour lui, je pense pas qu'il soit en danger, mais une nouvelle saison
Dans le négatif, avec des blowouts contre les très grosses équipes et des matchs mal gérés face aux équipes abordables, on pourrait se demander du côté de Raleigh s'il ne serait pas temps de mettre fin à ce long chapitre. Un chapitre qui a été stable, mais qui a été peu emballant dans l'ensemble, puisque à chaque fois qu'on s'était dit que NC State pouvait passer la barre des 10 victoires, ils ne l'ont jamais fait. Enchaîner les saisons en 9-4, 9-3. C'est bien, mais je pense que les fans ont aussi besoin de se dire qu'ils sont capables que l'équipe est capable de viser plus haut. Bon, ce sera pas dès cette saison-là, mais il faut repartir vers l'avant. Et en fait, il ne faut pas que la saison 2025 soit dans la continuité de la saison 2024, voire même encore moins bien, parce qu'on pourrait se dire alors que sur la pente descendante, il serait temps de dire adieu à monsieur Dave Doeren, et en fait, juste, il a fait son temps. Voilà pour NC State. On va passer maintenant à Wake Forest, un des plus petits programmes de Power 4, en tout cas le plus petit au niveau de l'Atlantic Coast Conference. On le sait, ça a toujours été difficile pour ce programme de survivre dans le Power 4 et en Atlantic Coast Conference. Et l'année 2024 a marqué la fin d'une ère, puisqu'après une deuxième saison de suite avec 4 victoires et 8 défaites, Dave Clawson, qui était présent depuis une dizaine d'années, a décidé de quitter le poste de coach et devient donc conseiller au sein du programme. Après de belles années entre 2016 et 2022, le programme était clairement en perte de vitesse et c'est donc une nouvelle ère qui commence. Voilà un petit peu un parallèle que pourrait vivre NC State si la saison 2025 ne montre pas un retour à un meilleur niveau. Voilà ce qui s'est passé, ce qui s'est passé avec Forest après notamment c'était la saison 2021 avec Sam Hartman qui avait été vraiment très bonne avec 11 victoires. Eh bien, le programme a quand même chuté. On le sait, c'est pas facile dans ce nouveau college football. Wake Forest reste la plus petite université de la conférence et c'est pas toujours facile de s'en sortir. On a donc fait venir un nouveau coach principal avec Jake Dickert qui sort d'un bilan intéressant à Washington State, balancé dans le feu de l'action en 2021 à Washington State après le licenciement de Rolovic qui, sur des fonds de tests Covid, etc., je crois qu'il ne croyait pas vraiment dans les vaccins, dans les tests Covid, etc. Enfin bref, il avait créé la polémique Rolovic. C'était un peu le feu chez les Cougars et Jake Dickert avait pris le relais au milieu de la saison. Dickert a quand même réussi à garder le programme Buffalo avec 3 qualifs en bowl en 4 saisons dans un contexte très difficile pour Washington State quand même, il faut le rappeler. Programme abandonné par le reste de la Pac-12 qui s'est retrouvé tout seul avec Oregon State au sein de la conférence, qui se retrouve maintenant, on peut dire, un petit peu dans le groupe of 5, bientôt le groupe of 6, qui est pas non plus un très gros qui n'était pas non plus un très très gros programme de la Pac-12 en termes de taille. Donc voilà, Dickert qui passe d'un programme il a fallu faire des miracles et réussir à mener le bateau dans la tempête à un programme où on retrouve un petit peu les mêmes paramètres, en tout cas en termes de taille, en termes d'ambition. Voilà. Alors, il était bien aidé par ses quarterbacks, notamment Cam Ward et John Matir, mais on peut quand même dire que le bilan est pas trop mal quand on voit la tempête qu'a vécu Washington State ces dernières années. Dickert a quand même réussi à les amener en bowl. C'est vrai que par contre, il s'est quand même écroulé plusieurs fois, notamment en deuxième partie de saison, en 2023 et en 2024. Il aurait pu viser plus haut, mais ça s'était quand même souvent écroulé sur les fins de saison. Mais quand même, quand on voit le contexte dans lequel il a travaillé, on se dit qu'à Wake Forest, où c'est un peu plus stable, c'est pas forcément beaucoup plus haut en termes de niveau. Il a moyen de peut-être poser les bases d'une vraie petite carrière du côté de Winston-Salem. Il sera accompagné du coordinateur offensif Rob Ezel qui arrive de South Alabama qui était une des équipes les plus explosives à la course l'année dernière, et de l'ancien coordinateur défensif de Michigan State, Scotty Hazelton, qui retrouve un poste de coordinateur défensif après une année où il n'occupait pas ce poste-là, où je crois qu'il était même quasiment en pause. Ce groupe donc, va devoir relever une équipe plombée par une des pires défenses du Power 4, notamment contre la passe, et d'une attaque qui a manqué d'explosivité, notamment au sol. L'excellent bilan des ailes à ce sujet à South Alabama pourrait aider, avec un Dickert qui a réussi, donc on rappelle, à faire des Cougars une équipe explosive également en attaque, qui était très sympa à avoir joué, mais qui
Ça, c'était le gros bémol, craquait souvent en fin de saison. Le recrutement lycéen est le 64e du pays avec un seul 4 étoiles. L'intérieur O-line Jason Ofut, qui était le 27e à ce poste-là. On peut noter aussi le receveur 3 étoiles Cordell Bartley, le running back Jamar Serchi, l'autre receveur Tristan Glass et le cornerback Freddy Gillens dans les 3 étoiles les mieux notées de l'équipe. Mais voilà, on sait, c'est avec 23 recrues et la 64e classe lycéenne du pays, on sait que Wake Forest n'est pas forcément le programme qui recrute le mieux en SEC et qui a le plus de moyens pardon, excusez-moi, pour le faire. Concernant le portail des transferts, Wake Forest a signé la 48e classe avec 35 joueurs, dont 9 joueurs de Washington State. Un portail qui a été aussi marqué par la perte de l'excellent centre Luc Petitbon qui est parti pour Florida State. Beaucoup de nouveaux joueurs dont certains vont jouer un rôle immédiatement dans l'équipe. Et parmi ces joueurs-là, beaucoup qui sont de Washington State. On va en parler maintenant dans la présentation de l'effectif. Pour le poste de quarterback, cela va se jouer entre deux joueurs transferts, Robbie Ashford qui arrive de South Carolina et Deshaun Purdy qui arrive de Charlotte. Le premier, Robbie Ashford, tient la corde avec une meilleure production au sol, ce qui conviendrait mieux au système de jeu prôné par Ezel. Deshaun Purdy a une meilleure expérience de titulaire puisqu'il l'était l'année dernière avec Charlotte, mais c'était pas franchement une franche réussite. Donc, je pense que ce sera Robbie Ashford qui sera titulaire au moins au début de saison, puis on verra comment ça se passera. Peut-être que Deshaun Purdy arrivera à prendre le poste si ça ne marche pas, mais je pense que le fait que Ashford soit bien meilleur à la course que Purdy va lui faire gagner le poste, tout simplement. Concernant les running backs, Damon Claiborne est toujours là. Il a réalisé une saison à plus de milliards au sol et donc devrait être le joueur le plus en vue à nouveau pour les Demon Deacons. C'est un excellent running back qui est resté à Wake Forest, car qu'il aurait vraiment pu trouver une meilleure équipe via le portail des transferts. Capable aussi d'être une cible en réception avec 23 réceptions l'année dernière. Il sera accompagné par Tate Carney qui était déjà dans ce rôle de backup l'an dernier. Tate Carney qui est un bon running back backup et ce duo franchement devrait être au cœur de l'attaque des Demon Deacons. Mais le corps de receveurs a été bien renforcé par les transferts. Les deux joueurs les plus importants pour la saison à venir devraient être les anciens Cougars, Carlos Hernandez qui devrait jouer dans le slot et Chris Barnes qui a un profil all-around, un peu gadget player. On retrouvera aussi Sterling Berkhalter de Cincinnati et Sawyer Racanelli de Montana qui sont des grandes cibles capables de performer à l'intérieur, tandis que le retour le plus important sera celui de Micah Mays qui jouera plutôt à l'extérieur. Concernant le poste de tight end, on devrait retrouver au poste de titulaire le transfert de Utah Tech, Eni Falaï. Le plus gros chantier s'est trouvé au niveau de la O-line qui a été très mauvaise aussi bien en pass protection qu'en run block. Il a fallu renforcer tout cela avec de nombreuses arrivées. Le seul titulaire qui sera de retour sera le guard George Sell, qui sera donc accompagné du centre Devin Kilani, qui arrive de Washington State, du guard Roderick Tialavea, qui arrive également de Washington State, et les trois tackles, Jacob Denison, qui arrive d'Ohio, Melvin Siani, qui arrive de Temple, qui est un sophomore avec un assez gros plafond, et surtout du tackle Fa'alili Fa'amoe qui arrive aussi de Washington State, qui était un des tackles les plus en vue du portail, qui aurait vraiment pu aller partout ailleurs, mais qui a finalement suivi son coach à Wake Forest. Voilà donc une O-line avec 4 nouveaux joueurs et on verra autour de ces 3 tackles. Je pense que Fa'amoe sera titulaire et puis entre Denison et Siani, ça se décidera sûrement. Je ne sais pas si ça a encore été décidé, mais on verra. En défense, tous les pass rushers de l'an dernier de la ligne défensive sont partis. Il a donc fallu s'appuyer là aussi sur le portail des transferts avec le très bon edge et Gabe Kirschke qui arrive de Colorado State avec son collègue Nuer Gatkuot, les deux joueurs de Colorado State. Gatkuot qui doit se relancer après une année 2024 gâchée par les blessures, lui qui avait fait une très belle saison 2023. On retrouvera le vétéran B.J. Williams ainsi que le defensive tackle Zach Loavichan. Et on notera aussi les transferts Jaden Loving qui arrive de Bethune-Cookman et Dallas Afalava qui arrive de Idaho. Pour les linebackers, pas beaucoup de noms importants à sortir. On va vous parler de Dylan Hazen qui revient au centre. Princeton à 84 tackles l'année dernière, tout comme Quincy Bryant qui est un linebacker très expérimenté
outside linebacker, donc très expérimenté. Derrière, pas mal de retours, notamment les deux safeties, Nick Anderson, peut-être le meilleur joueur du programme, et Davon Patterson. Autre retour à signaler, celui du cornerback Zamari Stevenson. Le corps de cornerback qui va aussi recevoir le renfort de 4 joueurs. On verra lesquels d'entre eux arriveront à se faire une place de titulaire. On notera donc Caron Prunty qui arrive de North Carolina A&T, Sacha Garcia qui arrive de William & Mary, Jackson Mull qui arrive de Purdue et Ashad Williams qui arrive de North Alabama, 3 joueurs de FCS et un joueur d'un des pires programmes de Power 4. On verra ce que ça donnera. Le kicker sera de retour à la personne de Matthew Dennis qui était là aussi excellent l'an dernier. Le but de la saison pour Wake Forest sera de poser un nouveau schéma offensif plus explosif et plus axé sur la course. En défense, le point le plus important sera de ne plus être une porte ouverte pour les QB adverses. C'était la pire défense du Power 4 avec Mississippi State contre la passe. Dans le Power 4, il y avait Mississippi State et Wake Forest dans les pires défenses, plus de 70% de passes complétées. Ce sera donc un des chantiers de la saison, en plus de la passe protection, même du run block, en fait, de la O-line qu'il faut améliorer. Mais bon, ils ont fait dire 4 transferts, donc ça devrait on verra si ça le fera à ce moment-là, mais en tout cas, ils ont fait ce qu'il fallait pour changer la O-line. Et enfin, l'équipe devra mieux finir ses matchs, puisque dans le dernier quart-temps l'année dernière, c'était un score de 117-56 en faveur des adversaires. Donc, comme à Washington State, Dick Kirk arrive dans un programme qui doit faire avec des moyens modestes par rapport à la concurrence. Mais quand on voit comment il a réussi à naviguer dans la tempête que le programme de Pullman avait connue, on se dit qu'il va pouvoir poser une direction claire en Caroline du Nord. Et c'est une des équipes les plus intrigantes de l'année en Atlantic Coast Conference. On verra si les miracles seront possibles à Winston-Salem. On va parler des calendriers et du pronostic pour les deux équipes avec NC State pour commencer, qui va démarrer avec 2 réceptions, East Carolina et Virginia. Ensuite, 2 déplacements, un à Wake Forest, puis à Duke, avant de finir le mois de septembre sur une réception de Virginia Tech. On enchaîne le mois d'octobre avec la réception de Campbell, et puis ensuite, c'est là où le calendrier va vraiment se compliquer. La deuxième partie de saison est dantesque, avec un déplacement à Notre-Dame, un déplacement à Pittsburgh, la réception de Georgia Tech au milieu, puis le déplacement à Miami. On terminera avec 2 réceptions, Florida State et North Carolina. On peut le voir, le début de saison est très accessif pour le Wolfpack, avec des matchs à l'extérieur qui sont même proches de la maison. Duke et Wake Forest, qui sont 2 programmes de Caroline du Nord à moins de 30 minutes en voiture de Raleigh. Mais cela va ensuite se compliquer dans la deuxième partie avec 3 déplacements. Donc on le disait, à Notre-Dame, Pitt et Miami, et surtout Georgia Tech au milieu. North Carolina State doit réussir son début de saison pour essayer d'aller accrocher un bowl rapidement, car franchement, la deuxième partie de saison ne va pas laisser beaucoup de répit. Je table sur une saison avec 7 victoires et 5 défaites pour NC State. Je pense que ça perd en déplacement à Duke, à Notre-Dame, à Pittsburgh, ça perd à la maison contre Georgia Tech et ça perd à l'extérieur contre Miami. Ce sera donc un retour dans le positif et une qualif en bowl, ce qui n'arrangera pas forcément la situation de Dave Doeren, puisque NC State, même avec une saison en 7-5, dans mon pronostic, n'arrive pas à accrocher un gros de l'ACC dans son tableau de chasse et reste dans le au milieu de la mêlée, dans le middle of the pack, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots. Donc on verra pour NC State. Je leur vois vraiment une saison en 7-5, honnêtement. Je pense que ça finira pas trop mal contre Florida State et North Carolina. Mais voilà, ce stretch là au milieu va faire assez mal. Faudra voir aussi ce déplacement à Duke. Mais bon, le calendrier est pas horrible et tu as peut-être moyen de gratter jusqu'à 9 victoires. Je pense pas que la première saison à 10 victoires depuis 2002 et la deuxième overall arrivera en 2025. Mais voilà, 7 victoires, 5 défaites, je pense que c'est à peu près le bon milieu pour cette équipe du Wolfpack. Sachant que ça peut complètement s'écrouler, comme l'année dernière où ils ont perdu contre des adversaires vraiment abordables. Mais bon, le début de calendrier, franchement, est plutôt facile, je trouve. À noter d'ailleurs que le match contre Virginia le 6 septembre ne sera pas un match qui comptera pour la conférence, puisque les 2 facs
Et comme les deux facs en fait ne sont pas des adversaires automatiques, vous savez, maintenant avec la fin des divisions, chaque équipe a 2 équipes qu'elle affrontera automatiquement tous les ans, mais NC State et Virginia ne sont pas liés, on va dire, en Atlantic Coast Conference. Eh bien, les 2 facs essayent d'organiser un match tous les 2-3 ans, de manière à garder un petit peu cette petite rivalité qu'il y a entre les 2 facs. Donc voilà, ce match contre Virginia ne comptera pas pour la conférence, mais ça reste un match largement abordable, surtout qu'il est à la maison. Et puis la réception d'East Carolina sera l'occasion de se venger du bowl perdu l'année dernière contre eux. On passe à Wake Forest maintenant. Wake Forest qui démarre avec un calendrier assez facile puisque 3 réceptions pour 4 réceptions pour commencer. Le premier déplacement n'aura lieu que le 4 octobre. On commence donc avec Kennesaw State, Western Carolina, North Carolina State et Georgia Tech pour les 4 premiers matchs à la maison. Ensuite, 2 déplacements, un à Virginia Tech et un à l'autre bout du pays, à Oregon State, que connaît très bien Jack Dickert. On reçoit ensuite SMU, puis déplacement à Florida State et à Virginia avant la réception de North Carolina, de Delaware, avant le dernier déplacement dans le match de la rivalité contre Duke. C'est un calendrier qui est abordable pour Wake Forest, honnêtement, qui évite notamment Clemson ou Miami. Mais il y aura quand même des matchs difficiles pour eux, un peu les fameux matchs 50-50. Le début de saison est abordable. Les 2 premiers matchs sont vraiment faciles, pourraient mettre la machine en route, mais par contre, les choses sérieuses commencent avec NC State puis Georgia Tech. Les matchs en SEC seront compliqués, sauf peut-être le déplacement à Virginia, mais tous les autres, c'est pas des matchs garantis, on va dire. Rien n'est impossible, et si les choses cliquent bien, l'équipe pourrait être la bonne surprise dans la conférence. Le déplacement à Oregon State sera aussi l'occasion pour Dickert de se venger des Beavers après la défaite l'an dernier dans le match pour la conférence Pac-12, et qui a été un peu un match qui a précipité la fin de saison de Washington State. Et même si c'est un long déplacement, ce sera un endroit qu'il connaît, et avec les 9 joueurs de Washington State, il y a pas mal de joueurs qui ne seront pas forcément dépaysés de ce déplacement à Oregon State. Mon pronostic donc pour cette saison, malheureusement, je ne les vois pas accrocher le bowl. Je les vois passer à une victoire. Je les vois en 5-7. 5 victoires, 7 défaites. Je pense que ça va gagner les 4 matchs hors conférence, donc Kennesaw State, Western Carolina, Delaware et Oregon State. Par contre, je ne les vois gagner que contre Virginia au niveau des matchs de conférence. Parce qu'en fait, je ne les vois pas assez affûtés pour réussir à gagner les autres matchs. Ils seront peut-être pas loin, mais voilà, je les vois perdre contre NC State, contre Georgia Tech, contre Virginia Tech, contre SMU, contre Florida State, contre North Carolina et contre Duke. Peut-être que NC State, North Carolina, ça peut peut-être être jouable pour eux. Mais voilà, 5 victoires, 7 défaites. L'essentiel sera ailleurs, je pense. Ce sera vraiment d'arriver à poser les bases pour Dickert, les bases en termes d'identité de jeu. Parce que tu as les saisons 5-7 où tu gagnes tes 5 matchs au raccro et tu te fais écraser sur les 7 autres. Puis tu as les saisons 5-7 où franchement tu arrives à te battre jusqu'au bout et juste il te manque un peu de talent parce que voilà, tu n'es pas un aussi gros programme que les autres, tu as moins de moyens que les autres. J'espère que ce sera une saison dans le deuxième scénario pour derrière grandir et puis ensuite réussir par contre là à devenir vraiment un programme qui compte dans la conférence. Voilà, un bilan 7-5 pour NC State, un bilan 5-7 pour Wake Forest, mais bizarrement, plus d'optimisme pour Wake Forest que pour NC State. Peut-être parce qu'ils ont tourné la page de leur coach, là où NC State attend encore, peut-être. Voilà, deux programmes qui devraient être au milieu du pain, qui ne devraient pas forcément faire les gros titres en SEC, mais deux programmes qui ont peut-être l'occasion de créer la surprise une ou deux fois dans la saison. On verra tout ça. Allez, moi je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir écouté cette preview. N'hésitez pas à aller écouter les autres previews. La saison arrive bientôt. On essaye de vous charbonner les dernières previews au maximum avec toute l'équipe. Et moi, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas fait. Et puis, si vous découvrez le college football, n'hésitez pas à nous suivre et on pourrait nous retrouver samedi dans 2 semaines, samedi 30 août
à 17h avant le début de la grosse journée, de la grosse week 1 qui nous attendra le 30 août. Peut-être qu'on fera un 1 to 6 le 23, ça sera encore à définir. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.